Non, je vais peut-être ouvrir les débats d'ailleurs par rapport à ça. C'est intéressant parce que notre rencontre, je ne sais pas si tu le sais, mais en fait c'est une vraie synchronicité. Il y a quelques mois, je m'étais dit, pour ce congrès en santé intégrative, ça serait bien d'avoir un parrain qu'on voit un peu. Et dans mes rêves les plus fous, à un moment donné, tu es apparu. Je me suis dit, oh Yannick Noah, on ne peut pas l'avoir comme parrain. Mais j'étais habillé ou j'étais à poil? Je dirais pas. Ça commence fort. Hein. En fait, de synchronicité en synchronicité, il s'est trouvé que j'ai réussi à avoir ton numéro par une copine, que je me suis retrouvée à Saint-Palais-sur-Mer quand tu faisais un concert juste à côté, et que gentiment tu m'as invité après. Et que tu as accepté d'être le parrain aujourd'hui du congrès en santé intégrative. Et vraiment, je te remercie vraiment de porter ça parce que moi, depuis que je suis toute petite, je crois, il y a beaucoup de similitudes par rapport à ce que tu as pu expérimenter en santé et moi ce que j'ai pu expérimenter. J'aimerais que tu puisses nous dire déjà, finalement, en fait, comment ça a fait écho chez toi, ton corps, ta santé, au départ ta vie, sur quoi tu t'es appuyé, et comment, en fait, voilà, tu es venu à ce que ton corps, finalement, ce soit ton outil de travail quand même. Bon, vous avez 2-3 heures. Ouais, c'est venu graduellement en fait. Ouais, c'est venu graduellement. Dans un premier temps, j'étais un jeune qui rêvait de jouer au tennis. Le tennis a été un moyen pour moi d'exister. À tel point que je suis allé vraiment très loin dans cette aventure parce que j'étais un jeune enfant timide et quand j'étais avec ma raquette, j'avais l'impression d'être quelqu'un. Et c'est allé très 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 loin, j'ai poussé ça, ce manque. En fait, quelque part, j'ai réalisé plus tard que je recherchais la reconnaissance de l'autre, la reconnaissance auprès du public. Un manque que j'ai eu, un manque affectif que j'ai eu très jeune, parce que je suis parti de chez moi, j'avais 12 ans. Et inconsciemment, j'ai réalisé que en fait, ce que certains pouvaient assimiler à une rage de gagner, une rage de s'entraîner, une discipline. En fait, quelque part, je cherchais une reconnaissance auprès du public. Et donc voilà, donc je peux partir sur ce chemin-là. En tant qu'athlète de haut niveau, bien entendu, j'ai réalisé rapidement qu'il y avait une relation entre le corps et l'esprit. Et que bon, quand j'ai vraiment commencé à travailler en fin de carrière sur l'aspect mental du jeu, et quand tu parles de l'aspect mental du jeu professionnellement, en fait, tu mets de côté le joueur et c'est l'homme qui prend la place. J'étais, pendant une grande partie de ma carrière, très déstabilisé par le fait de penser que quand je jouais, j'étais en dehors de la vie. Parce que j'avais un environnement qui ne m'avait pas préparé à tout ce qui m'est arrivé en tant que joueur connu. En fait, c'est en fin de carrière que je me suis aperçu que en fait, le joueur était au service de l'homme que j'étais. Alors que pendant un moment, je pensais qu'être joueur me séparait de la vraie vie. J'ai réalisé que le fait de jouer, le fait de gagner parfois et de perdre souvent, m'apprenait beaucoup de leçons sur mes faiblesses. Et là, j'ai avancé beaucoup plus dans cette direction quand je suis devenu à la fois père de famille et coach. Parce que là, il s'agissait de m'occuper de l'autre.
J'ai commencé à travailler en tant que coach, j'avais 30 ans, hein. J'étais jeune retraité. L'idée, ce n'était pas forcément de parler uniquement de mon expérience et de ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, parce que, évidemment, tous les joueurs que j'ai coachés sont tous différents. Ce sont des hommes et des femmes qui sont différents, qui ont des parcours différents, qui ont des vies différentes. Donc, la première chose sur laquelle j'ai travaillé, c'était de comprendre quel était le lien entre tous les champions de mon époque. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Et assez étonnamment, très rapidement, je me suis aperçu que tous les très bons joueurs de ma génération, internationaux et français, souffraient tous d'un même mal. Ils avaient tous eu à un moment un manque affectif. Et c'était très intéressant de mettre le doigt dessus, parce qu'en fait, pour ceux qui ont réussi, le problème affectif qu'ils ont eu, c'est devenu leur opportunité de vie. C'est-à-dire que tout le manque qu'ils avaient, ils le mettaient dans le sport. Et donc, c'était intéressant. Et donc là, je me suis engouffré là-dedans, parce que ça reste une de mes phrases préférées. Derrière tous les problèmes, il y a toujours une opportunité. Donc, bon, je ne vais pas faire un monologue comme ça, j'aimerais bien rebondir. Mais il y a tellement de dimensions dans toute cette aventure. Mon premier choc personnel, c'est que, pour les vieux de mon âge, vous vous en souvenez, j'ai eu mon heure de gloire en 83. Les jeunes, vous ne savez pas, vous avez vu ça à la télé, vaguement noir et blanc avec la couleur, le début de la couleur. Et puis, et c'est vrai que moi j'avais 23 ans, c'était mon rêve fou d'enfant, d'adolescent. J'avais instinctivement, je pensais que c'était mon Graal et que le jour où j'allais atteindre ce rêve fou, j'allais être heureux. Et ça a été une grosse désillusion parce que tout le monde que je m'étais créé s'est écroulé juste à ce moment-là. Et qui est assez étonnant parce que c'est un moment de joie, de bonheur intense que j'ai partagé avec des millions de gens, pour la plupart qui ont pleuré de joie devant leur télé. Mais pour moi, ma vie a complètement s'est écroulée dès le lendemain. J'ai donc dû me reconstruire ou me construire en tant qu'homme à partir de ce moment-là. Et donc, parce que l'entourage, l'environnement autour de moi a changé, quoi. Les gens me regardaient de manière complètement différente. Beaucoup trop d'attention au quotidien, pas d'intimité, plus de vie, quoi. Donc j'ai dû me réorganiser. Ça a pris quelques temps. Et puis, je suis tombé. Ouais, je suis tombé. J'ai fait ma première, ma seule grosse déprime. Et je me suis relevé, passé beaucoup de temps dans la nature, beaucoup de temps à l'intérieur de moi, découvert du yoga, j'ai fait beaucoup de sophrologie et trouvé cette dimension qui m'a sauvé en fait. Voilà. Alors ça c'est dit. Est-ce que je peux avoir de l'eau parce que j'ai un pâté dans la bouche là, c'est... Merci. La plus difficile, c'est la première. Et après, ça va tout seul. Bonjour. J'entends pas tout. Peut-être que ça serait mieux sans le micro. Ouais. Non, mais c'est qu'il y a une espèce d'écho. Non, je suis désolé. J'ai entendu Stéphane Houdet, ma sœur Kiné. Dis-moi. Qui est en tournée, en Louisiane. Ensuite, vous parliez du fait que vous aviez coaché des personnes tardivement, finalement, vers les 30 ans.
En fait, c'est la chance. C'est une rencontre, c'est la chance. En fait, il y a déjà autour de moi à l'époque, et je le ressens même aujourd'hui, les gens ont beaucoup de difficultés à s'attacher les services dès qu'on parle de psychologie, de troubles mentaux, d'accompagnement mental. C'est souvent tabou. Et moi, je faisais partie de cette génération qui ne parlait pas de ses émotions, quoi. Et donc, c'est un coup de chance. J'ai rencontré une copine magnifique qui faisait du yoga, qui mangeait des fruits, qui buvait pas, et qui m'a fait découvrir le yoga. J'avais 29 ans. Et ça a été, c'était une révélation pour moi. À la fois, la chance d'avoir découvert ce chemin, et puis le petit regret de ne pas l'avoir connu plus tôt. Ça m'aurait beaucoup aidé. J'étais beaucoup dans le travail physique. Je travaillais beaucoup physiquement, j'ai eu pas mal de blessures, mais en fait c'était surtout dû au stress. Et je n'arrivais pas à gérer le stress, et je n'avais pas autour de moi des gens qui m'aidaient à gérer le stress. Et à l'époque, ma seule possibilité pour moi, c'était d'arrêter de jouer pendant des périodes et puis partir, quoi, parce que c'était trop oppressant, il y avait trop d'attentes autour de moi, et c'était trop lourd. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment autre chose. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai découvert qu'en fait, je me suis occupé de moi, pas juste du joueur. Et à travers le yoga, mais ça m'a ouvert un univers que je connaissais absolument pas. Et donc j'ai commencé à travailler avec une dame en sophrologie qui s'appelle Nelly Michelin, je ne sais pas si vous avez connu, à l'époque. Et pareil, ça m'a vraiment aidé en tant que joueur en fin de carrière. J'ai pas arrêté de jouer parce que j'avais plus envie, j'ai arrêté de jouer quand mes enfants ont commencé à aller à l'école. Ça n'avait plus de sens pour moi de me retrouver au bout du monde. J'ai eu un choc un jour, je jouais en Australie, je jouais très bien parce que justement j'avais découvert cette nouvelle dimension, j'étais vraiment bien. Et j'ai gagné le tournoi de Sydney, qui était avant l'Open d'Australie. Et quand j'ai soulevé la coupe, il ne s'est rien passé. Parce qu'en fait, je me disais que je n'étais pas à ma place, que voilà, mes enfants commençaient à aller à l'école et ça n'avait plus de sens. L'homme était plus important que le joueur. Et quand je suis parti, quand j'ai arrêté, donc 6 mois après, j'avais 30 ans, en fait, c'est comme si je m'étais un peu préparé à être coach. C'est que j'étais un peu le grand frère de Guy Forget et d'Henri Lecomte. Et eux, ils disent, attends, mais tu vas pas arrêter, comment on va faire sur le circuit, on va s'emmerder, on va pas se marrer, on va plus jouer en double, tu seras plus là un peu pour nous protéger en grand frère, tu vois. Et c'est comme ça qu'on m'a proposé d'être capitaine. Et là, c'est là que je me suis vraiment occupé de l'autre à travers le yoga, où on faisait vraiment des séances de yoga, que c'était complètement nouveau, à travers moi, ma façon de communiquer avec l'autre, de comprendre que certains ont besoin d'être parfois bousculés. Il y a des fois, souvent on me dit, qu'est-ce que tu leur dis à tes joueurs? Je réponds, je les écoute déjà. On n'écoute pas nos enfants, on les écoute pas, on n'écoute pas. Et en fait, quand je suis en difficulté, quand je ne trouve pas de solution, en tant qu'entraîneur, coach, je me dis, qu'est-ce que je dirais à mes enfants? Et tout d'un coup, je suis un peu apaisé et j'écoute d'abord. Et ça m'a aidé justement. Et aujourd'hui, le chant, on peut chanter, on peut s'exprimer de tellement de manières. Et je pense que pour être entendu, il faut parler doucement. Sinon, les gens ne vous écoutent plus. Et le yoga m'a vraiment aidé. Le yoga m'a vraiment aidé à prendre le temps d'écouter, d'entendre, de ressentir. Ouais, une autre question.
Ça se voit. Souvent, ça ne se voit pas, je le précise, mais je suis content quand ça se remarque. Et on n'aimait pas trop, quand on était petit, on n'aimait pas trop la Zoubida de la gare, mais on aimait beaucoup Saga Africa. Et on trouvait que, voilà, il y avait de l'âme, il y avait une vibration, vous avez ramené quelque chose. Aujourd'hui, des années après, j'entends des fois des personnes qui critiquent, qui disent que vous avez rabaissé en fait la culture africaine. Vous l'avez déjà entendu, je ne vais pas du tout là-dessus. Je voudrais savoir justement, déjà c'était une autre époque, nous, enfants, on l'a pas mal pris en fait. Dans les quartiers populaires, on aimait votre chanson. Les deux chansons qu'on n'aimait pas. Et je voudrais savoir, vous aujourd'hui, justement, après toutes ces années, est-ce que c'est toujours votre bébé cette chanson? Est-ce que vous l'assumez toujours? Est-ce que c'est quelque chose que vous défendez? Est-ce que vous comprenez la critique après tout ce temps? C'est intéressant la critique quand elle est constructive, mais j'ai entendu souvent des gens parler de Saga Africa de cette manière, mais ce qui est très amusant en tout cas, c'est que c'était le tube de l'été à l'époque, donc quasiment tout le monde était obligé de l'entendre ou de l'écouter. Mais ce qui est intéressant, c'est que personne ne sait de quoi elle parle, la chanson. C'est que personne ne connaît les couplets. C'est assez étonnant. Et en fait, le couplet, avec un clin d'œil, c'est un peu, quelque part, l'histoire de ma vie. Et c'est marrant que tu dises « je suis métisse ». C'est un peu l'histoire de ma vie. Ce que ça dit, en gros, alors il y a l'accent, il y a le rythme, il y a le clin d'œil, il y a les petites anecdotes à l'intérieur des deux couplets. C'est en fait la connexion entre Paris et Yaoundé, l'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie, c'est d'essayer de rassembler mon côté africain et mon côté ardennais. C'est mon destin, ça me plaît, ça me va très bien. Quand il y a eu des moments où j'ai eu un succès médiatique, les gens ne se posaient jamais la question de savoir si j'étais français ou camerounais, ou d'Etoudi ou de Sedan. Et ça me plaît bien. J'ai eu la chance de voir mon père camerounais aimer ma mère blonde. Hein. Donc j'ai eu cette chance-là, donc ça construit. Et oui, à partir du moment où tu es sur le devant de la scène, il y a toujours de la critique. Toujours. Quand je jouais, c'était toujours jamais assez. Alors ça change avec le temps. Ça fait en 80 ans, je suis le seul à avoir gagné un tournoi du Grand Chelem, tu vois. Donc forcément, les gens, mais il n'était pas si nul que ça finalement. Tu vois, où il n'était pas si dilettante que ça. C'est pas si facile. Mais ça fait partie. Au début, ça peut toucher, tu vois, mais oui, j'ai entendu ça sur Saga Africa. Mais j'ai continué toujours dans. C'est toujours mon. Là, je suis en tournée, c'est vraiment ça, quoi. Et si dans un concert, je ne fais pas Saga Africa, les gens sont déçus, quoi. Les gens sont déçus. Et c'est marrant parce que tu sais, tu peux être influencé des fois par des énergies négatives. Tu peux être influencé, c'est ça qui peut être un peu gênant parce que tu te détournes de qui tu es en fait par rapport à un regard négatif de l'extérieur. Et il y a eu ça. Et en début quand on commençait, parce que nous on a commencé, on jouait dans des MJC, des petits théâtres. Et à un moment, on disait, bon allez, on va pas faire Saga Africa, quoi. Et puis les gens, ils étaient déçus. En fait, on dit, mais on est con. Il y a des gens qui font une carrière entière pour avoir un tube. Et nous, on en a un, on le fait pas. Je veux bien croire. Moi, je joue pour les gens qui m'aiment. Je passe pas mon temps à essayer de prouver aux gens qui me critiquent et qui de toute façon ne m'aimeront pas. Donc je préfère me concentrer sur les gens qui m'aiment. Et puis il y a des gens entre les deux comme ça qui peuvent des fois changer d'avis. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. Et puis tu sais quoi, tu es métisse, mais tu sais, moi mon dernier fils, il est blond aux yeux bleus, tu vois. Donc tu vois, de temps en temps, quand il y a des discussions, ils oublient qu'ils ont
un négro dans le groupe, tu vois, mais déguisé, tu vois. On est tous métis d'ailleurs. Bah, carrément. Bonjour. Moi, je suis chirurgien maxillofacial à l'hôpital de Vichy depuis hier soir. Donc ce soir. Ce soir. Ouais. Et je crée un centre de ressources pour faire de la prévention primaire, physique, mentale et sociale pour tous les acteurs de la santé qui sont extrêmement mal en France, que ce soit dans le médico-social, dans le médical et dans les domaines. Bien sûr, votre phrase de départ, transformer le problème en opportunité. Coach, maintenant, je suis formatrice en compétences psychosociales et j'aimerais avoir votre conseil avec votre sagesse. Comment on pourrait transformer la vie en opportunité? Faire comprendre aux gens que c'est avant le problème qu'il faudrait mettre en place une bonne hygiène de vie et de philosophie. Il y a le problème, le problème, j'imagine que vous devez être en face à ce problème, c'est que dès qu'on commence à parler de psychologie, c'est tabou. Moi, j'ai été parrain de l'association, je ne sais pas si vous connaissez le Psychodon. Ça me parlait parce que très souvent, la maladie mentale, quand on est touché par quelqu'un de la famille, un proche, on s'aperçoit très vite, et je me suis aperçu, en tout cas, et nous dans la famille, qu'en fait on subit quelque chose. On subit et on ne sait pas de quel côté prendre conseil. Et ça dure très longtemps parce que c'est tabou. On a l'idiot du village, on n'en parle pas, on a le fou, et puis on a dans la famille quelqu'un qui va un peu moins bien. Alors ça va de la petite déprime à des pathologies plus graves. Mais en tout cas, moi, j'ai un lien parce que quand ça m'intéresse justement pour deux raisons. La première, c'est que moi, en qualité de joueur, enfin coach de haut niveau, je m'occupe de l'aspect mental. Moi, la technique, je pars du principe qu'un joueur qui arrive à ce niveau-là, mon travail, c'est le mettre bien. Et comment je fais pour le mettre bien? Je parle beaucoup à l'entourage. Je fais très attention à ceux qui me disent qu'ils vont très bien. Je parle toujours à l'entourage. Donc j'ai commencé avec l'équipe de Coupe Davis et très rapidement j'étais capitaine d'équipe de Fed Cup, donc des filles. Et je parle aux compagnons, aux maris, aux femmes, aux parents. J'ai beaucoup d'informations. Et là, j'ai en face de moi quelqu'un que je connais. Encore une fois, on parle du haut niveau. Et on est tous un peu troublés. Mais c'est vrai qu'on a des bonnes informations quand on parle à l'entourage. Ensuite, oui, comme vous dites, j'ai réalisé la force du mental. J'ai réalisé la force du mental, d'autant plus que moi j'ai eu beaucoup de succès en tant que capitaine. Et vraiment beaucoup de succès. Je suis le capitaine le plus titré du monde, pas de France, avec 3 Coupes Davis et une Fed Cup. Et c'est très étrange parce que je ne me sens pas si bon que ça. Mais en fait, j'ai donné des petites clés en tant que profane. Je ne suis pas prof de yoga, je ne suis pas prof de sophrologie, mais j'ai donné, et je me suis dit qu'en fait, j'étais un passeur de témoins. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai accepté de venir à Virginie. Quand je vous raconte mes histoires, j'ai l'impression que, en tout cas très souvent, ça résonne en vous. Parce que vous aussi, vous avez chacun vos parcours et que parfois, il y a un lien entre ce que j'ai pu vivre, le fait qu'on se connaisse, vous me connaissez comme ça de loin, mais aussi ce que vous vivez peut-être au quotidien ou professionnellement ou dans vos vies. Et ouais, c'est très important. Il y a l'écoute et l'entourage et l'anticipation. Moi, mes enfants sont suivis et ils vont bien. Ils vont des fois moins bien, mais même ceux qui vont bien sont suivis. Parce que moi, je suis suivi. J'ai besoin de conseils, souvent. Et au pire, il ne se passe rien. Au pire, il ne se passe rien. Mais c'est rare. Enfin, c'est comme ça que j'essaye d'amener des gens à ou consulter, ou en tout cas d'aller dans cette voie. C'est dire, mais vas-y en toute liberté, et au pire, ça ne marchera pas. Et si ça ne marche pas, ben, tu repars sur ta route, c'est pas grave. Mais ça ne va pas te faire de mal.
Et c'est très... Enfin, je suis passionné par ça. Je suis d'autant plus passionné que ça n'avance tellement pas, que c'est tellement long, c'est un peu frustrant. Mais je me dis que si je baisse les bras, on va encore perdre beaucoup de temps, en tout cas dans mon univers du sport, du tennis en général. Maintenant, on commence à parler de l'accompagnement. Donc forcément, il y a pas mal de charlatans qui sont engouffrés. Il y a beaucoup de joueurs qui parlent de leur déprime. Il y a beaucoup de joueurs qui parlent de leur mal-être, beaucoup de champions. Et du coup, ça fait en sorte que les langues se délient et les personnes concernées ou les personnes fragiles où on demande ont plus de facilité à aller consulter. Mais c'est un peu lent. C'est encore un petit peu lent. Il me semble. En fait, quand on parle de reconversion, c'est comment on survit, en fait. Une carrière de sportif, c'est très déstabilisant. Tu vas pas en boom quand tu as 12 ans. Tu fais pas des choses de jeune adolescent. Tu t'entraînes tout le temps. Tu es coupé de la cellule familiale pendant toute ton adolescence. Et ensuite, ta carrière se termine, voilà, 30, 35 ans, qui, pour la plupart de tes copains normaux, c'est un peu le début de leur vie, quoi. Et toi, c'est la fin. Donc c'est déjà, c'est un peu compliqué. Donc c'est une reconversion, c'est plus une question de survie pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir à ce moment-là des parents et un monsieur qui était mon gourou, un ancien joueur de tennis qui s'appelle Arthur Ashe, qui m'a dit surtout fais ce qui te plaît. Parce que j'étais tellement passionné par le tennis, c'est très compliqué tout d'un coup de se retrouver dans une vie. Enfin, la reconversion à l'époque, les options c'était ou d'être commentateur sportif à la télé, ou ouvrir un magasin de sport. Allez, encore un peu avant, tu vois. C'était un peu ça, quoi, le sportif, tu vois. Bon. Et quand j'ai commencé la musique, les gens m'ont pris pour un gentil allumé, quoi. Et pensaient que c'était un besoin d'une espèce de reconnaissance, besoin de lumière. Pas du tout. C'était... moi, j'ai commencé avec Saga, c'était mon hobby. J'adorais la musique, j'aimais bien cette liberté que tu avais quand tu étais avec un micro et des musiciens. Il y avait une liberté que je ne ressentais pas quand j'étais joueur, où il y avait l'arbitre, où il y avait les lignes, il y avait une règle. Voilà, j'avais déjà quelque part en moi quelque chose d'artistique. Et donc, quand j'ai fait cette Saga Africa qui était une blague, c'était pour rigoler, il s'est trouvé que c'était numéro 1, donc j'ai subi ça et je me dis c'est pas mal. D'autant plus que quand c'est sorti, on m'a proposé de faire un clip et on m'a dit mais il faudrait que tu fasses un album. Donc j'ai fait vite fait un album avec des maquettes et j'ai eu un album et c'est là qu'on a commencé à tourner dans les MJC. Tu vois, on dormait dans le bus. Alors d'un côté, j'étais personnalité préférée des Français parce que j'avais gagné avec l'équipe de France. Et de l'autre côté, je dormais dans un bus et je jouais dans les MJC, tu vois. Et ça me plaisait beaucoup parce que à l'époque, donc en 92, 91, on faisait quand je venais en mode promo de mon petit disque d'amateur, j'avais une petite loge, tu vois, avec une bouteille d'eau quand tout allait bien avec mes potes, tu vois. Et quand j'arrivais en capitaine, le même studio, hein,
j'avais mais le truc 50 mètres carrés avec les fruits, le vin, le champagne et tout, tu vois. Et ça me plaisait bien parce que c'était toujours moi, tu vois. Et, et, et ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé. Donc on a joué, c'était des trop beaux moments où on jouait devant 50, 100 personnes. On se maquillait avant, on s'habillait en rocker, tu vois, on se déguisait, quoi, tu vois. Et ça me plaisait. Et il y a une anecdote, donc durant cette première tournée, je crois que c'était en 93, il y a une radio qui organise une espèce de grand podium à un endroit à Metz qui s'appelle le Galaxy, c'est 6000 personnes. Et en fait, plein d'artistes venaient chanter 2 chansons en playback. Mais il y avait 6000 personnes. Et nous, on avait joué, enfin le maximum, c'était 200. Et donc, nous, on est super excités, tu vois, et puis on arrive, et puis en playback, tu vois, il n'y a pas de risque et tout. Et puis on joue, et ça se passe bien, on a un super retour, quoi. Le public, il était vraiment dedans. Et donc, nous, derrière, on devait traverser la France parce qu'on allait à Pontivy. On avait un concert à la Maison des Jeunes à Pontivy. Et donc, on traverse, et bon, on ne dort pas de la nuit parce que là, on était des rockstars, on avait joué devant 6000 personnes, tu vois, tu imagines, tu vois. Une espèce de bonheur, tu vois, d'excitation. Et puis, on arrive à Pontivy, on avait roulé toute la nuit, et puis le promoteur local nous avait réservé une chambre dans un hôtel juste en face de la salle. Et donc, l'idée, c'était que on se préparait les musiciens étaient un peu avant, moi je me préparais, et puis une demi-heure avant le concert, je passais par l'entrée des artistes, et puis on commençait le concert. Et puis 1 heure avant, je regarde, et puis la salle était en face, je vois le parking, il n'y avait personne. Je me dis, bon, peut-être qu'à Pontivy, ils arrivent au dernier moment, tu vois. Et puis bon, je me prépare, et puis une demi-heure avant, je regarde, parce qu'il faut que j'y aille, et il n'y a toujours personne. Je me dis, bon, non, ils arrivent plus tard, mais il doit y avoir un parking de l'autre côté, tu vois. Et puis, je traverse tranquillement, je ne suis pas emmerdé, ça c'est clair. Et puis j'ai un petit doute, tu vois, et puis il y avait un petit sas comme ça, et puis je regarde la scène, il y avait 2 mecs de sécurité et un monsieur. Je dis, bon, je passe par l'entrée des artistes, discrètement, il n'y avait personne. Et là, je vois les potes. Et là, le promoteur était là. Il dit, je suis vraiment désolé, il y a eu un problème, je ne sais pas, de communication. Il n'y a personne. Si vous voulez, vous pouvez annuler. J'ai une assurance. Et là, j'ai mon pote Philippe qui est clavier. Il fait, Yann, même s'il y a 2 mecs, on va les défoncer. On va faire un concert de dingue. On va faire le meilleur concert. On y va. On est allé, on a commencé, et du coup, le promoteur, il était tellement mal, il a demandé un quart d'heure. Donc, c'était 20h, il a dit, on commence à 20h15. Il allait dans la rue chercher des gens en leur disant, venez, il y a un concert gratuit, il y a Yannick Noah qui est là. Et donc, on a commencé le concert, il y avait 10 personnes. Et donc, on commence à jouer. Et puis, à un moment, à l'époque, j'avais écrit une chanson sur... c'était un truc hyper planant, tu sais, sur la vie après la mort, tu vois. Tu vois, un truc hyper barré, tout. Et on était dedans, tu vois, on était vraiment dans notre truc, on était vraiment au premier degré, tu vois. Et là, je commence à chanter « There is life after life ». Et là, il y avait un gars qui était passé avec son chien, le chien il commence à aboyer. Donc, si tu veux, j'ai été testé, tu vois, par rapport à l'amour que j'ai pour ce monde-là. Et j'ai continué, ça m'a plu. Et puis, il y avait avec le temps un peu plus de monde. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont écrit de belles chansons. Et du coup, ma carrière est partie. Mais cet amour du chant, c'est un peu ce que j'avais quand je jouais, quoi. Je fais quelque chose que j'aime. Les répétitions, je peux rester 6 heures. Moi, j'adore ça, quoi. Et quand je joue, moi, ça fait 30 ans que je fais de la musique maintenant, même un peu plus. Moi, avant un concert, pincez-moi, quoi. Je suis heureux, quoi. Dites-moi que c'est pas possible, quoi.
je suis plein de gratitude de faire ce métier-là. Mais depuis le premier jour, j'ai aimé ça et je continue à aimer ça. C'était pas, je pensais pas, si tu veux, c'était peut-être pas le sens vraiment de ta question de reconversion économique, tu vois. C'était plus, voilà, quoi. Le chant m'a permis d'exister. Et pour la petite histoire, au bout de 2 albums où on faisait un peu de bricolage, je me suis dit, bon, allez, j'arrête le capitanat de l'équipe de France et je vais vraiment me concentrer pour voir jusqu'où je peux aller dans la musique. Et donc, je me suis dit, ça va commencer par des cours de chant, parce que je chantais à l'instinct. Et donc, j'avais un producteur, un manager qui me dit, écoute, voilà, c'est une dame qui à Paris, qui est la prof de chant de tout le monde. C'est une dame qui s'appelait Madame Charlot. Et Madame Charlot, c'était la prof de Sardou, Johnny, tout le monde allait voir Madame Charlot, mais moi, je ne la connaissais pas. Et donc, je vais dans le 18e, j'ai rendez-vous avec elle, j'arrive en survêt avec mon sac à dos et tout, je sonne à la porte, et là, la porte s'ouvre, je vois personne. En fait, je voyais rien parce que la dame, elle était comme ça. Elle était toute petite dame qui à l'époque devait avoir, je sais pas, 75 ans. Et elle me dit, oh, mon petit, je ne vous voyais pas si grand. Et donc, ça commence comme ça. Et c'était chez elle. Elle avait un piano et derrière son lit, des petits bibelots, c'était chez elle. Elle va doucement derrière son piano. Et moi, j'étais debout. Elle fait, posez votre sac, mon petit. Elle se met derrière le piano. Je la voyais à peine. Et elle fait, allez-y, chantez, mon petit. Et là, je ne sais plus quoi chanter, je ne sais pas où mettre mes mains, je ne m'attendais pas du tout à ça, quoi. Elle me dit, mon petit, vous ne pouvez pas être timide. Pour être chanteur, vous allez être devant, vous ne pouvez pas être timide. Mais j'ai entendu vos maquettes, mais vous chantez, c'est tout doux, c'est joli. Et puis même vos petites erreurs, elles sont belles parce que on a le sentiment que ce sont des erreurs de bonne volonté et c'est beau. Donc elle m'a donné vraiment confiance en moi. Et elle me dit, et on commence à parler. En fait, j'attendais à faire des vocalises, tu vois. On commence à parler, elle me fait, quand vous étiez jeune, dans les surprises parties, vous étiez plutôt de ceux qui attaquaient les jeunes filles ou vous restez dans votre coin? Et moi, je dis, mais c'est pas vrai, moi, je n'étais pas venu me faire analyser, tu vois, je dis, merde. Mais en plus, elle avait tapé, mais vraiment dans le mille, quoi. Et je dis, mais c'est incroyable, vous me dites ça. Elle dit, ah, on vous voit grand garçon, là, sur les cortes, mais vous êtes un timide. Je lui dis, oui, madame, je suis un timide. Elle fait, mais vous ne pouvez pas être timide. Vous ne pouvez pas être, vous êtes devant. Donc, il va falloir vraiment articuler. Et ce qui est le plus dur, c'est dire je t'aime. C'est ce qu'il y a de plus dur. Alors dites-moi je t'aime, mon petit. Alors je lui fais, je t'aime. Elle fait, je vous crois pas. Et ça a été comme ça. Il y a vraiment une très jolie relation. Et en fait, je me suis rendu compte que le chant, pour moi, quand je chantais en anglais au début, c'était une timidité. C'était une timidité, c'est parce que j'avais peur de me mettre à nu, en fait, parce que j'avais l'impression que quand je chantais en français, je me livrais trop. Et comme j'écrivais, ce que j'écrivais, c'était médiocre, je n'arrivais pas à chanter en français. Et donc, le fait de chanter en anglais me protégeait. Et on a parlé de ça. Elle me fait, mais chantez en français, allez-y, dites. Et donc, j'ai eu la chance, à ce moment-là, d'avoir des gens qui m'ont écrit de très jolies chansons et où j'ai pu exprimer... en fait, quand je chante en français, ce qui est derrière le chant en français, c'est ma mère. C'est maman. C'est maman parce que je me souviens que quand j'allais en vacances au Cameroun et que maman habitait au Cameroun venant des Ardennes, elle avait le mal du pays. Et je me souviens des disques qu'elle écoutait, et que quand elle écoutait ces disques de Brel ou de Reggiani ou de Moustaki ou d'Alain Barrière, elle écoutait ça, c'était vraiment une émotion. Et moi, je voyais maman écouter cette musique avec autre chose que juste j'écoute une chanson. Et donc, comme je suis parti de chez moi très tôt, quand j'écoutais ces chansons, la chanson française, ça me rapprochait de ma mère, tant bien même j'étais à l'autre bout du monde. Et j'ai gardé ça. Et quand je chante en français, il y a cette émotion
Enfin, je ne suis pas là en train de dire, ah, je pense à maman, mais il y a vraiment ça en moi, qui est donc un truc un peu féminin, qui est un peu, qui est doux, qui est sensible. Et donc, Madame Charlot m'a poussé à exprimer cette partie qui avait été bloquée par le joueur de tennis, qui devait toujours être fort. Tu vois, tu travailles quand même sur le killer instinct. Tu vois, l'envie de tuer l'adversaire. Non, mais tu vois, ça reste des mots, mais ça reste quand même une agressivité que je n'avais pas forcément naturellement, mais sur laquelle j'ai travaillé pour avoir ce truc-là. Et des fois, je regarde des images de moi à cet âge-là, mais c'est pas le jeu, mais j'étais comme habité quoi, par un espèce de truc. Mais tu peux pas avoir ça dans la vie, quoi. Il y avait l'autre partie qui avait besoin d'exister. Et pour le coup, le chant m'a permis de continuer à me construire, parce que le chant était une thérapie à ce niveau-là. C'est une petite question, c'est une putain de longue réponse. Ah non, mais je pense que... Ah non, mais l'art, il est partout, quoi. À tous les niveaux, quoi. Il est essentiel, il est vital. Et ça ne peut pas être uniquement pour une thérapie par rapport à quelque chose, une situation qui nous est présentée et qui devient une thérapie pour quelqu'un qui en demande. Non, l'art doit être partout, quoi. La créativité, c'est important. Et en fait, un artiste, c'est quelqu'un qui a, comment dire, une vision et qui a une perspective différente. Moi, je pense que tout est une question de perspective, quoi. Moi, je peux dire, écoute, moi, je me fais chier, je me barre, c'est mon choix. Mais je peux aussi dire, je passe un bon moment avec des gens que je... Voilà. C'est une question de perspective. Et l'artiste, pour moi, propose autre chose. Cécilia, la maman de mes enfants, c'est son truc à travers la sculpture, à travers le dessin. Dans les quartiers difficiles de Chicago, qui est une des villes les plus violentes du monde, à travers le dessin, les enfants qui n'arrivent pas à s'exprimer arrivent à se livrer à travers le dessin, à travers la structure, à travers la musique, à travers certains... Autre chose que des mots, parce que c'est très difficile d'exprimer certaines émotions. Et l'art permet ça. L'art est... Enfin, doit être à tous les niveaux présents, quoi. Et c'est nul, en fait. On est dans un système assez nul. C'est pas normal qu'il n'y ait qu'une heure ou deux de dessin ou d'art par semaine à l'école, ou une heure ou deux de sport à l'école. C'est juste pas possible, quoi. On a besoin de notre corps, on a besoin de notre créativité. On a besoin d'avoir justement la liberté, qu'on nous donne cette liberté de regarder le monde différemment. Et chacun voit le monde avec ses yeux, avec son cœur, avec son âme. Et quand tu t'aperçois que tu peux l'exprimer, ben c'est une fenêtre. Enfin, tu vas quelque part vers quelque chose qui pourrait être un bonheur, peut-être. Quelque chose. Ça en vient avec ce que tu disais. Tu dis que tu as fait une blague et qu'en même temps tu as construit un pont entre Paris et Yaoundé. On voit la fonction de l'art, de ce qui manque dans la réalité. Tu as réussi à le transformer, tu as réussi à le créer symboliquement pour toi et pour d'autres personnes qui l'ont ressenti. Peut-être pas pour tout le monde, mais... Ben c'était comme je te disais, au début c'était comme un jeu. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un pouvoir, pas un truc d'ego, de rien du tout. Non. Il y avait quelque chose qui pouvait me faire continuer mon parcours. Tu sais, quand moi j'ai eu des moments où je gagnais des matchs, en tout cas, beaucoup de gens se souviennent de ce moment parce que beaucoup de gens l'ont vu, etc. Mais ce qui est, c'est qu'il y avait du bonheur, quoi. Il y avait du bonheur.
Quelques semaines après, papa, il a joué au foot, mais il aimait bien aller à Paris et il aimait beaucoup aller à Saint-Germain-des-Prés. Parce qu'il aimait bien se faire une petite bière tranquille sur une terrasse. Donc quand il arrivait de Yaoundé, j'allais le chercher et c'était un peu notre truc, tu vois. Et j'allais le chercher et des fois on allait directement de l'aéroport à Saint-Germain-des-Prés pour se boire une petite bière. Donc on s'installe et ça c'est 6 mois après un moment que j'avais pour le coup partagé avec papa. Et on est installé et puis j'ai dit alors papa comment... Et là il y a une dame qui arrive. Oh est-ce que... vous pouvez me signer parce qu'avant c'était les autographes, maintenant c'est les selfies. Avant c'est les autographes. Alors vous pouvez me signer un truc? J'ai dit oui madame, oui ok madame. Ok au revoir madame, au revoir. Alors papa, oui est-ce que... Et une autre personne arrive, 3 personnes arrivent, et là, moi, je dis à papa, tu sais, là, moi, c'est trop, là. Là, j'ai vraiment du mal avec ça. Il fait, ne m'emmerde pas avec ça. Tu as vu comment la dame, quand elle a pris la photo avec son truc, là, tu sais, c'est des jetables, là, cric, là. Tu as vu, elle tremblait. Tu as la chance de pouvoir donner du bonheur aux gens, donc continue comme ça. Et là, ça change tout, quoi. Quand moi, j'ai un enfant... qui vient me demander un autographe ou une photo, ben, ça me fait plaisir de pouvoir avoir le temps de quelques secondes, de quelques instants, donner de ce bonheur-là. Donc cette musique, elle a donné un sourire. Et j'ai continué dans cette voie-là. Il y a des gens qui écrivent très bien sur les problèmes qu'on a. Non, moi, c'est pas mon truc. Moi j'ai envie de rassembler. J'ai fait d'autres chansons, enfin j'ai fait 14 albums, donc j'ai fait d'autres chansons, je sais pas... Métis, Les Lyonnes, enfin beaucoup de chansons qui, à chaque fois, il y a toujours ça derrière, et c'est de rassembler les gens, quoi. Je me sens bien dans cette situation-là, quoi. C'est pas du tout pesant. Il y a sans doute un effet cathartique aussi, parce que sans doute que tu as vécu cette sensation de ne pas être totalement à ta place, à des moments avant peut-être d'avoir le succès que tu as eu. Le succès, c'est un peu bancal. C'est-à-dire que si je fais quelque chose de bien, c'est extraordinaire. Et moi, je suis là, je dis, bon, ça m'arrange, mais bon, c'est pas... Voilà. Et si je fais quelque chose de pas terrible, c'est catastrophique. C'est comme une loupe, tu sais, c'est très bizarre. Mais par contre, j'ai aussi cette chance de pouvoir voyager et être dans des endroits où je suis complètement inconnu. Et là, je vois vraiment comment ça se passe. Mais, comme je vous disais, tout est une question de perspective. Il faut avoir du recul, il faut avoir de l'humour. Ben, voilà, tu peux tenter, à travers des mots, de me faire du mal, parce que tu vas me traiter de... Ben oui, les gens pensent que je suis noir, on va dire. Mais oui, moi, je suis les deux. Je suis les deux, j'ai rigolé, je rigole des situations, tu vois. J'aime beaucoup faire du bateau, par exemple, et les rêves de ma vie, c'était de faire un tour du monde en bateau. Donc j'ai commencé, j'ai fait 3 ans et demi sur mon bateau avec ma femme et notre petit, prenait des cours. Et puis il y a eu le Covid, on a dû arrêter. Mais c'était assez marrant quand même, parce que quand on arrivait quelque part, ben, les gens pensaient que j'étais le moussaillon, quoi. Tu vois, et les mecs arrivaient, commençaient à me tutoyer. Ouais, tu vas me faire ça? J'ai dit non, mais c'est mon bateau, je suis propriétaire. Tu vois, et d'autant plus que j'avais des cheveux longs, tu vois. Donc, tu vois, c'était un peu... J'avais pas le look du propriétaire, tu vois. Mais ça m'amuse, tu vois. Je suis pas de ceux qui... Et je sais que pour certaines personnes, ça peut être une source... Non, moi, je n'abandonne pas. Moi, j'étais à l'école où on se bagarre, quoi. Enfin, la vie est dure, quoi. C'est dur, oui, c'est dur. Mais on en parle, on en rigole, on prend du recul. Mais non, moi, je ne suis pas du tout... Ah, j'ai été victime du racisme. Non, pas du tout. Non, j'ai des choses qui m'ont été envoyées, mais ça passe sur le côté, quoi. Ça passe sur le côté. Il y a une question. Bonjour, merci d'être là. Au départ, vous nous avez dit, en 83, avant de tomber, vous avez rendu compte que le joueur était au service de l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui, avec votre casquette, pas trop de coach d'accompagnant,
joueurs professionnels, vous diriez qu'il faut que l'homme soit au service du joueur? Et si c'est le cas, comment? Mais une fois qu'on a fini un match, qu'est-ce qui reste? Une fois que les lumières s'éteignent, qu'est-ce qui reste? Et en fait, c'est vraiment une grosse erreur de communication, en fait, d'éducation. Et donc, il y a une génération de joueurs et de joueuses qui n'ont pas cette information. Si l'homme ou la femme va bien, il va performer. Donc, je m'occupe, moi, en tant que coach, je m'occupe de la personne, je ne m'occupe pas du joueur. Et d'ailleurs, des fois, il rigole, il dit, mais moi, sauf s'il y a vraiment quelque chose, parce que des fois, avec le stress, c'est vrai qu'on est un peu moins délié, c'est vrai qu'on lance un peu moins haut la balle. Alors, je veux dire, lance ta balle un peu plus haut. Mais enfin, tu arrives à ce niveau-là. Mais si j'arrive à te faire aller un peu mieux en tant que personne et passer le relais, et qu'ensuite, tu ailles un peu mieux, et un peu mieux, un peu mieux, moi, j'ai gagné parce que c'est l'homme est au service du joueur. Et quand vous voyez les champions, les grands champions, ce sont des hommes et des femmes. Et nous, dans notre formation, et c'est vraiment pas un jugement aucun, c'est qu'on a des générations de joueurs, en tout cas dans le tennis, où on a des gens humainement vraiment bien, quoi. Hein, mais ce sont des garçons, ce ne sont pas des hommes. Nadal, c'est un homme. Djokovic, c'est un homme. Gaël Monfils, c'est un garçon. Mais c'est un garçon hyper attachant. Et dans ces cas-là, c'est compliqué parce qu'une carrière, voilà, je sais pas, tu arrives à 35 ans, c'est à la moitié de ta vie, vaguement, tu vois, peut-être un peu. Et là, tu n'es pas armé, en fait, parce que tu t'es pas occupé de l'homme. Et c'est pour ça que beaucoup de joueurs et d'athlètes à l'époque, un peu moins. Et c'est pas juste parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, qu'ils ont pu plus ou moins bien placer, qu'avant il n'y avait pas beaucoup d'argent, il y avait moins d'argent. Mais c'est juste que c'est pour ça que beaucoup d'athlètes et de sportifs de haut niveau qui ont tout mis au service du joueur ou de la joueuse finissent alcooliques, voilà, parce qu'ils ne sont pas préparés à la vie. Oui, je m'intéresse. Oh, ça va, je vous entends. Oh, tu peux gueuler. Hein. Il te fait gueuler. Non, ça va, on a de la voix. Enfin, moi, en même temps, j'ai le micro. Hein. Là, c'est facile. Moi, je m'intéresse à intégrer dans notre système français des sagesses et des médecines traditionnelles, qu'elles soient chinoises, ayurvédiques et autres. Je veux savoir votre regard par rapport à votre culture aussi africaine. Quel regard vous avez par rapport à ces sagesses ancestrales et comment vous les intégrez finalement dans notre santé? Est-ce que vous les avez utilisées aussi dans votre parcours de sportif ou parcours de... En fait, j'ai grandi au Cameroun et il n'y a pas d'écrit. C'était par la parole qu'on transmettait. Les anciens transmettent par la parole. En fait, il y a dans j'ai pas envie de dire la tradition, dans la vie des gens, dans le quotidien normal, il y a une relation avec les morts. Il y a une relation avec les morts. J'ai été témoin de discussions de mon père, qui était un gars normal, mais c'est vrai qu'on a toujours besoin, moi quand j'exprime ça, j'ai toujours besoin de préciser un certain nombre de choses. Il n'était pas tard, il n'était pas bourré, enfin tu vois, des choses belles. Voilà, où il était en connexion, où il parlait de la connexion qu'il avait avec son grand-père, son père, mon grand-père, qui était parti quelques années avant, où il disait, il est venu me voir, on est descendu, il m'a dit de faire telle chose, il m'a conseillé de faire telle ou telle chose pour la famille. Et bien sûr, j'ai vu, et moi en premier, j'ai senti, parce que moi j'ai cette double culture, enfin moi j'ai fait mes études, une petite partie au Cameroun, mais beaucoup ici, en France, j'étais un peu sceptique, quoi.
J'étais un peu sceptique, mais je savais, mais j'étais quand même un peu touché parce que papa, il n'est pas cinglé. Et puis je voyais qu'il en parlait, et c'était comme si c'était normal. Ah, il t'a dit de faire ça, il a dit d'aller prendre telle herbe dans le champ. Ah bon, ben je vais y aller, etc. Donc c'était comme si c'était normal. Après, j'ai passé pas mal de temps donc, ici, où j'ai perdu un peu de ça. Et j'ai rencontré une fille qui a perdu son père et qui me disait qu'elle le voyait. Et comme elle était jolie et que je voulais la garder, je faisais comme si je la croyais. Je me dis, si je veux la garder, ouais, chérie, oui, tu as vu ton père, oui. Tu vois, j'étais complètement sceptique. Et 1 ou 2 ans après, moi j'habite à la campagne, j'ai des chiens, et les chiens ont commencé à aboyer au lever du jour, mais pas comme d'habitude, à la mort. Et ça m'a réveillé. J'ai du mal à dormir quand il y a de la lumière, j'étais dans la quasi-pénombre. Et là, je me réveille et j'ai eu un sentiment physique de bonheur. Je me réveille et j'ai cette réaction. J'ai eu ce sentiment quand j'ai gagné une balle de match de la finale d'un tournoi où ça dure 10 secondes, ce sentiment. J'ai eu ce même sentiment que quand j'ai vu la naissance de mes enfants. J'ai eu ce sentiment, cette espèce de... Je sais pas, c'est indescriptible, c'est très court, mais c'est indescriptible. Et je suis dans mon lit et ma compagne est à côté et j'ai ce sentiment. Et moi, je dors sur le ventre. Et j'entends mon grand-père me parler. Et quand il commence à me parler, mes chiens arrêtent d'aboyer. OK. Et je ne suis pas stressé du tout. Je suis au contraire, je suis dans une espèce d'euphorie. J'ai pas bu, j'ai pas fumé, je me suis pas drogué. Non, mais il y a toujours ce doute. Et donc, il me dit, je te vois, salut Yannico, je te vois, je suis là, continue à bien t'occuper de la famille. Je dis, ok. Et moi, je lui dis, ça va? Il me dit, ça va. Et je dis, au revoir. Il me fait au revoir. Et là, je me retourne et je me dis, j'ai rêvé. Enfin, c'est pas possible, je dormais pas, quoi. C'était ça, quoi. Et là, je regarde ma compagne. Il était, je sais pas, il devait être 6h ou 6h30 du matin. Et elle avait les yeux ouverts. Et là, je me sentais pas prêt à lui expliquer ça, parce que il fallait que je prenne le temps, quoi. Et j'ai une maison de campagne, et je descends parce que je me dis, écoute, là, je ne pouvais plus dormir. Je lui ai préparé un petit déj, et je lui ai amené le petit déj au lit, très chic, tu vois. C'est bien pour commencer une conversation, tu vois. Donc, je lui prépare le truc, non, mais je lui fais vraiment la totale. Et là, elle descend. Et là, je dis, merde, je voulais t'amener le petit déj. Il fait, non, il faut que je te parle. Il faut que je te parle. C'est important. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il fait, ton grand-père est venu te voir tout à l'heure. Et là, mais j'étais vert, tu vois. J'étais vert. Et donc, j'ai appelé mon père. Je dis, voilà ce qui s'est passé. Il fait, mais je sais qu'il allait venir te voir parce que moi, quand j'en parlais, il y avait tellement de gens qui n'y croyaient pas qu'à un moment, j'ai dit, je ne veux plus te parler comme ça, viens, on va voir maman, parce que ma grand-mère était toujours vivante. Et mon grand-père a dit, non, c'est à travers toi que je... C'est ce que m'a dit mon père. C'est à travers toi que je communique. Et papa dit, non, je ne peux pas, c'est trop lourd pour moi à porter. Donc il est allé chez ma grand-mère, il a frappé à la porte, on habite dans un petit village. Et quand ma grand-mère a répondu, mon grand-père a dit au revoir, je te verrai différemment. Et il n'a plus revu mon père. Et quand j'appelle papa, il me dit, mais je t'avais dit non. Je t'avais dit, mais tu sais, ce n'était pas un stress, tu vois. Je t'avais dit, c'est normal, alors il y a machin comme ça. Et j'en ai parlé. Et j'ai fait une chanson. Et j'ai eu beaucoup de retours et de témoignages.
Et en fait, pour répondre à ta question, moi j'ai cherché mon chemin parce que à l'époque, tu sais, on n'avait pas cours le jeudi. Les parents ne savaient pas trop quoi faire de nous, ils nous mettaient au catéchisme, tu vois. Donc je suis allé au catéchisme. Mais il manquait tu vois, bon, il y avait un petit manque, tu vois, entre ce que j'avais appris au catéchisme, ce que j'entendais, tu vois, que les anciens racontaient. Donc ouais, je me suis promené un petit peu. Et j'ai suivi des enseignements, j'ai lu des bouquins, je suis allé au Népal quelques fois me balader. Et je me suis aperçu qu'il y avait dans les écrits qui me parlaient, bouddhistes, il y avait quelque chose qui m'allait, c'est la relation avec la mort et c'est surtout la relation de cause à effet au quotidien. Donc c'est par rapport à la relation de cause à effet que moi je survis. À savoir que, voilà, je pense que quand tu fais du bien, il y a un moment, ça te revient, quoi. Et donc, c'est un peu mon parcours spirituel, c'est un peu là où je suis. Et je cherche toujours. On est bien là. Et en même temps, c'est important de les bénir parce qu'il a préparé un concert ce soir, je crois. Ouais, je joue à Vichy tout à l'heure et puis ouais, je vais faire on fait pas une répétition, mais c'est l'occasion de chauffer un peu la voix. C'est un truc tellement bizarre, on s'est caillé les miches depuis je sais pas combien de temps, et puis là il fait beau et c'est là que je me chope une crève, quoi. Alors c'est emmerdant, nous, mais avant, je sais pas, t'avais un petit rhume de 3 jours, mais maintenant j'arrive, je vois le docteur, il me fait, il y a un virus qui tourne. Alors quand on te dit ça, tu dis que t'es mal barré, quoi. Et ça fait 15 jours, j'ai le nez pris. Et donc ouais, c'est histoire de chauffer la voix, se concentrer, voilà, se mettre dans le bon état d'esprit pour essayer de donner du bonheur aux gens, quoi. Et du coup, tu aurais envie de dire quoi? Ah, moi, merci de m'avoir écouté, je sais pas. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Non, mais écoute, non, mais merci pour l'invitation. Voilà, c'est voilà, simplement comme ça. Avec plaisir. Merci. N'en faites pas trop, c'est bon. Okay. Bien, merci à tous et à bientôt. Bonne route à tous. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir, vous aussi. Au revoir.